Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Suzanne Kemenang, bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux entrepreneurs immigrants au Canada. Bonjour Fatine, merci de me recevoir. Suzanne, tu es la fondatrice et directrice générale de Terre d'accueil, qui est une maison d'édition pour les auteurs venus d'ailleurs. Avant de parler en détail de ton projet, j'aimerais tout d'abord me concentrer sur ton parcours en tant qu'immigrante. Suzanne, je rappelle que tu es venue au Canada en septembre 2007, directement du Cameroun, ton pays d'origine. Tu Oui. es arrivée en compagnie de ton mari, vous vous êtes installé à Montréal pour commencer. Avant de Mhm. déménager à Toronto, vous êtes aujourd'hui installé. Depuis 2016, tu es venu du Cameroun donc avec un diplôme universitaire en langue bilingue, français, anglais. Et ici, tu es donc arrivé avec une inscription à l'Université Concordia où tu as fait une spécialisation dans le domaine de la traduction qui s'appelle la localisation. Euh, alors, j'en viens à ma question après ce petit résumé que j'ai essayé de faire. Oui. Est-ce que ce sont les études qui ont motivé ton choix d'immigration finalement, ou est-ce que c'est l'idée de l'immigration qui a nourri le projet de spécialisation à l'université? Alors, disons que j'avais pas du tout prévu immigrer, tout simplement. J'étais très bien chez moi au Cameroun. C'est juste que quand mon mari est arrivé dans le portrait, il avait déjà entamé les procédures d'immigration. Oui. Donc, quand on s'est rencontrés, il m'a dit, ben, écoute, moi, je suis en train d'aller au Canada. À l'époque, il vivait en France et je l'ai juste suivi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais évidemment, en sachant que je partais au Canada, mon employeur de l'époque ayant fait le Canada, et c'est lui qui avait commencé à me dire, mais étant donné que tu as fait une université anglophone au Cameroun, l'université de Boya, il y a des universités anglophones à Montréal, donc je te recommande de chercher de ce côté-là. Ça va probablement être plus facile pour toi de trouver une inscription. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai obtenu l'inscription avant d'arriver même au Canada. Donc, c'est ça. Je suivais mon mari. Voilà. Donc, c'est en fait l'idée de l'immigration qui a nourri le projet de l'inscription à l'université. Oui, oui, je savais d'office que j'allais retourner aux études parce que, évidemment, on parlait beaucoup je pense on va en parler un peu plus loin, d'expérience canadienne. C'est toujours intéressant de retourner aux études, d'avoir un diplôme canadien. J'avais pas vraiment de problème avec ça parce que je me disais que puisque je vais vivre ici, ça ne me coûte rien de repartir sur les bancs finalement. Donc, c'est ton mari qui a choisi au départ l'idée d'immigrer au Canada, c'est ça? Oui, oui, lui, il était en France déjà et il avait besoin de changer d'environnement. Donc, il a vraiment entamé les démarches. Oui, Ça a c'est ça. été facile d'accepter cette idée de quitter ton pays d'origine? Euh, c'est sûr que on ne part pas toute seule finalement parce que je partais pas à l'aventure dans le sens où je partais pas seule. J'allais avoir mon mari avec moi. Mais le plus difficile, évidemment, c'était de quitter la famille, de quitter mes frères et sœurs, et puis de partir vraiment euh, à l'étranger, quoi, parce que j'étais jamais sortie de mon pays avant. Oui. Donc, oui. Et Mais bon. alors, comment s'est passée l'adaptation au nouveau climat, au nouvel environnement, aux nouvelles cultures, étant donné que tu viens quand même d'un pays relativement chaud, Mhm. comment ça s'est passé? Alors, l'adaptation, c'est sûr que à deux niveaux, je vois ça. Il y a déjà l'adaptation parce que moi, j'étais nouvellement mariée. Alors, il y a la vie en couple qui a ses réalités. Et évidemment, il y a toute la vie, en fait, qu'il faut gérer. Donc,
les transports en commun, je ne connaissais pas du tout ça, me déplacer dans le métro, avoir mes repères. Il y a des réflexes que j'ai vraiment dû oui, eu à développer, à apprendre. Je dirais que euh, il faut garder l'esprit ouvert tout simplement quand on vient d'arriver dans un nouveau pays avec des nouvelles cultures. Et puis, ce qui m'a vraiment aidé, le premier emploi que j'ai eu, j'ai vraiment été frottée à la réalité canadienne parce que je côtoyais des Canadiens, je me familiarisais avec les accents, l'accent canadien, le québécois. Et c'est vraiment ça qui a aidé. Et puis, j'ai aussi fait de belles rencontres dans cet emploi-là. Donc, j'ai commencé à créer des liens, en fait. Et c'est ça qui m'a permis de m'accrocher. Voilà. Oui. On va parler justement de ton expérience professionnelle et de tout ce que tu as pu expérimenter au niveau travail. Mhm. J'aimerais quand même que tu me racontes peut-être d'abord au niveau personnel, comment est-ce que tu as vécu ton premier hiver, par exemple? Est-ce que tu as un Oui. souvenir? Ah oui, ça, c'est toujours particulier parce que on entend l'hiver, oui, la neige, mais on ne sait pas ce que c'est hein, finalement. Alors, je me souviens que j'avais déjà trouvé mon premier emploi et quand on avait fait les courses pour l'hiver, on achète le manteau et tout. Alors, moi, je suis très coquette, hein, donc j'ai pris la jolie botte, le joli manteau. Je n'ai pas vraiment fait attention au côté chaud. Pour moi, c'était que ça reste élégant. Alors, le premier hiver, je me réveille le matin à Montréal et je vois les voitures complètement englouties sous la neige. C'est la grosse première tempête. Alors, évidemment, je regarde mes bottes et puis c'est des bottes à talons. Oh Donc, my je te laisse, ah oui, je te laisse imaginer. God! Oui. Je te laisse imaginer en fait tout. Je me dis, OK, euh, de, à quoi est-ce que je pensais en fait? Donc, mais bizarrement quand même, et je ne sais pas si tu as déjà entendu ça, mais il paraît que quand on vient d'arriver fraîchement de nos pays, je dirais chaudement de nos pays, les premiers hivers ne sont pas rudes parce qu'on a encore la chaleur, en fait, oui, qui nous réchauffe, qui nous protège. Donc, je n'ai pas senti froid, je te dirais. Mais c'est plus les années avançaient, moins je m'adaptais à l'hiver. Mais les premiers hivers, vraiment, j'avais mon manteau, je l'ai gardé jusqu'à la fin. J'ai juste changé les bottes pour avoir des bottes beaucoup plus pratiques. Mais j'ai gardé mon manteau parce que je n'avais pas froid. Oui, C'est oui, ça. oui. Mais c'est ça. Euh, Faites attention à être bien habillé, bien chaussé, parce que non, c'était pas pratique du tout là, ce que j'avais au départ. Ça m'a rappelé une phrase qu'on m'avait dite en arrivant. On m'a dit, écoute, en hiver, tu oublies d'être jolie. Ouais, mais ouais, C'est pas évident quand on non, est non, c'est habitué pas à évident. faire attention à soi. Oui, oui. Mais maintenant en Ontario, c'est moins rude, donc je peux, oui, oui, ça se passe très bien, oui. J'imagine. Alors, dis-moi, Suzanne, après ta spécialisation dans la traduction à l'Université Concordia, tu Mm. es confrontée à la dure réalité du marché du travail, comme tu me l'as confié. Difficile de trouver un emploi vu le manque d'expérience canadienne ou québécoise, me dis-tu. Tu parles Mhm. de 2009 comme une année sombre. Est-ce que tu peux me raconter ce qui a créé cette sensation de frustration concrètement? Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand on faisait les démarches pour venir au Canada comme tel, on nous a vraiment comme vendu hein, le rêve canadien. Vous arrivez ici, et en plus, on a besoin de tel profil. La traduction en faisait partie. Donc, moi, je venais avec beaucoup d'espoir quand même. Je me disais, bon, je m'attendais pas à ce qu'on m'ouvre quand même les portes comme ça, mais quand même que une fois que la formation est passée, je respecte certains critères. Euh, Oui, voilà, surtout que je passais des entrevues, hein. C'est pas comme si j'avais pas d'appel. Je passais des entrevues, mais je me heurtais toujours à soit on ne retourne jamais les appels, ou quand je retourne pour faire des suivis. Ah non, finalement, on a embauché quelqu'un d'autre il y a 2 semaines. Ah, mais c'est à vrai, vous êtes passé à quel moment? J'avais des réponses comme ça, j'étais comme, OK. J'avais l'impression que l'entrevue s'était très bien passée, on avait bien rigolé et tout. Mais avec le recul,
je me suis dit, soit c'est d'autres problèmes qui ne m'étaient pas révélés, ou alors, ben, il y avait encore du travail à faire par rapport Ouais. à qui j'étais. Mais la chose pour laquelle je m'étais promise de ne pas faire, c'était de retomber dans les petits boulots Mm. parce que je savais, et ça aussi, il y a des employeurs qui m'avaient fait la remarque, le fait de ne pas avoir un CV avec des expériences solides, c'est un mois ici, 6 semaines là, 3 mois, 6 mois, ça montre quelqu'un qui n'est pas très stable. Et je ne voulais pas tomber dans un emploi où je savais que je n'allais pas rester longtemps. Mm. Et ça allait être difficile pour moi après de justifier un certain profil. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, je m'accrochais vraiment à l'idée de travailler minimalement dans la sphère dans laquelle j'avais étudié. Mm. J'essayais de me rapprocher au maximum de cela. Donc, ça a été difficile parce que je me suis beaucoup heurtée à des noms, à des silences. À un moment donné, je me suis dit, OK, soit je n'ai pas compris ou il y a quelque chose que je ne fais pas bien. Et ça m'a amené à aller dans un centre de recherche d'emploi qui donnait des accompagnements vraiment personnalisés pour les nouveaux arrivants, dont les techniques d'entrevue, tout le processus en fait de la recherche, comment rédiger un CV à la canadienne, euh, faire la lettre de présentation. Donc, je suis passée par toute cette formation-là, euh, mais ça n'a pas vraiment aidé. C'est ça. Ça n'a pas Parce aidé. que, oui, mais en fait, il fallait qu'on passe des appels à nos potentiels employeurs. Mm. Et ouais, voilà. Et puis, ce que tu m'as expliqué aussi, c'est qu'en venant du Cameroun, on vient avec des connaissances théoriques. Oui. Contrairement à ici au Canada, on demande plutôt l'expérience québécoise, Mhm. l'expérience sur le marché du travail. C'est ça qui nous donne de la crédibilité, on va dire. C'est Euh, ça. et donc, c'est à ça que tu as été confrontée Oui, réellement. oui, effectivement. Il y avait ça, justement, cette expérience, parce que moi, j'avais toutes les formations. J'ai eu, bon, l'équivalent ici d'un baccalauréat en lettres bilingues à l'université. Donc, j'avais un diplôme universitaire, mais j'avais quand même des connaissances très théoriques. Je n'avais pas une expérience sur le marché du travail. Donc, je n'arrivais pas à mettre le titre d'un emploi, en fait, sur mon CV comme secrétaire, adjointe, comptable. Donc, c'était difficile parce que l'employeur, moi aujourd'hui qui suis entrepreneur ou j'embauche du monde, je reçois des CV. Donc, je suis en mesure de voir aussi, OK, oups, c'est vrai que moi, à l'époque, là, voilà. Donc, il manquait un peu plus de substance, en fait, par rapport à mon parcours. Oui, je vois. Vraiment de trouver la personne ou l'organisme qui allait me donner ma première opportunité d'embauche. Et je l'ai eu, Dieu merci, mais ce n'était pas la façon conventionnelle. Hein. C'était d'où, je pense qu'on en parlera tantôt, la force du réseautage finalement, parce que c'était une maman à la garderie où ma fille allait, Oui, ben, on avait appris à se connaître, qui travaillait dans une université privée, l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. oui. Et elle m'a dit, ben, on a besoin de quelqu'un. Je sais que c'est vraiment en deçà de ce que tu vaux, mais si ça peut te dépanner, c'est le temps de trouver mieux. Et moi, juste d'être dans un environnement, parce que je suis quelqu'un d'intellectuel, donc j'ai besoin, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de penser. Alors, le fait d'être dans un environnement universitaire, pour moi, c'est déjà intéressant. Et j'ai commencé à travailler là-bas à temps partiel. Et puis, j'aidais la secrétaire pour les inscriptions, faire les bulletins. Voilà. Donc, pour moi, c'est déjà un petit peu plus stimulant que d'aller porter des cartons, des choses comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est ce que tu m'as dit. Donc, j'aimerais juste rappeler que ce que tu m'as dit, c'est que tes rêves étaient beaucoup plus grands que ça, Mhm. que tu ne voulais pas justement tomber dans les petits boulots, vu Ouais. les connaissances et les compétences que tu avais. Tu voulais aller plus loin. Donc, tu travailles dans cette école-là, puis tu continues de faire tes recherches jusqu'à ce Oui, tu tombes sur la formation en édition à l'université de Sherbrooke. oui, c'est ça. Alors, ce que je n'ai pas mentionné aussi, j'ai effleuré tantôt,
l'une des difficultés aussi en 2009, la fameuse année 2009, c'est que ma fille est née aussi entre-temps. Oui, Donc, à ça, on ajoute nouvelle arrivante, maman, j'ai pas de repères, oui, j'ai pas vraiment d'amis. Donc, j'ai pas un cercle, parce que mon mari travaille, le pauvre, parce que il doit gérer tout ça, la famille. c'est ça. Donc, je me trouve maman par-dessus tout ça. Voilà. Donc, ça Maman met bien la table. étudiante, Oui, et maman professionnelle. étudiante, parce que oui, j'ai commencé l'université, j'étais enceinte et j'ai accouché, j'ai continué ma formation. Donc, c'était un programme sur une année à peu près, mais c'était très intense parce que on est complètement déconnecté de notre réalité. Il faut beaucoup d'ajustements, en fait, Oui, dans tout ça. Donc, je commence chez les Dominicains, je travaille à temps partiel. J'ai mon deuxième enfant, mon fils qui naît en 2010. Et je me dis, OK, c'est bien beau, c'est temps partiel. Euh, Évidemment, c'est pas non plus côté salaire aussi, voilà, ça reste très minime. oui, Je me dis, j'ai pas l'intention de me contenter de ça. Donc, il faudrait pas que je m'endorme en fait, mais il faut que je continue de chercher jusqu'à trouver en fait qu'est-ce que je veux vraiment. quelque chose qui t'anime vraiment. Oui, et le défi à ce moment-là, étant donné que j'avais, parce que l'effet de 2009, pour moi, c'est que j'ai complètement perdu de vue qui est-ce que j'étais, ce que je valais, ce que je pouvais apporter, parce que ce que je pensais que je pouvais apporter à la société, ben, entre les non, les refus, les rejets, là, je ne savais plus en fait qui j'étais. Tu as perdu Voilà. aussi confiance en J'ai toi. complètement, oui, je me suis perdue et j'avais plus confiance en moi. Je me disais, oh, mais comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Parce que je pense quand même qu'il reste des choses. Donc, de fil en aiguille, de recherche en recherche, je tombe sur le programme en édition de l'Université de Sherbrooke. Évidemment, quand je lis tout ça, je me dis, ben, ah oui, il y aurait quelque chose qui va me reconnecter avec toutes mes formations, les formations que j'ai faites jusqu'ici. Et il y aura comme un lien, en fait, dans le sens où on va retrouver la littérature, on va retrouver tout ce que j'ai fait, la communication, la traduction, la révision de texte, la rédaction, Oui, on va retrouver tout ça parce qu'en édition, on en fait. Donc, que ce soit à titre d'éditeur ou bien réviseur linguistique, il y a de tout ça. Et ok. c'est comme ça que je vais me renseigner et puis je m'inscris au programme, le DESS en édition, l'Université de Sherbrooke, sur le campus de Longueuil. Je tiens à signaler parce que je n'ai pas dû déménager à Sherbrooke parce qu'ils ont le programme s'offre sur le campus de Longueuil. Et alors, réussir cette formation a été une grande fierté. C'est une grande fierté pour toi, ce que tu m'as Ça reste une grande fierté. oui, Oui, j'ai vu justement le chemin parcouru, les études que tu as suivies, cette vie à 1000 à l'heure que tu as eue. Donc, ça n'a fait qu'accentuer ce sentiment comment te dire, de satisfaction, de oui, gratification. oui, parce que je dirais même que la gratification a commencé à arriver dès que j'ai terminé la formation. C'est très drôle parce que la personne chez qui j'ai fait mon stage, que je salue et que j'aime beaucoup, beaucoup, Isabelle Quentin, éditeur, euh, je pense que c'était la première à mettre le doigt vraiment sur qui j'étais. Oui, C'est elle qui a comme rétabli, voilà, quelque chose qui était chez moi déjà perdu. Et quand j'ai fait mon stage chez elle, elle m'a dit, j'ai vraiment aimé comment tu as travaillé. Vraiment, elle décrivait quelqu'un, je me disais, oh, c'est qui? C'est qui ça? J'ai vraiment aimé comment tu as travaillé. Tu es comme ça, comme ça, comme ça. Tu es quelqu'un de comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai pas on est une petite équipe. Je ne peux pas te garder, mais je connais un organisme où tu feras l'affaire complètement. Et ce coup de pouce-là m'a permis d'être tout de suite, après ma formation, oui, passer non seulement d'un temps partiel à un temps plein, et avec tout ce qui va avec, le salaire et tout. Et même si ce n'était pas l'édition, pour moi, c'était déjà une grosse victoire parce que sans, ah, c'est ça. Et même dans cette compagnie-là, dans cet organisme, j'ai eu
à garder les pieds finalement dans le milieu de l'édition parce que j'ai travaillé sur un projet de livre, donc j'étais pas loin, j'étais pas déconnectée complètement de ça. Donc oui, et ce que tout cela a apporté aussi, c'est que j'ai appris à célébrer euh, les petits succès, les petits pas, parce que quand on a autant galéré, et je pense que d'autres immigrants, entrepreneurs, des mamans encore, quand on a autant galéré, c'est précieux en fait. Tout ce qu'on peut, oui, j'avais beaucoup d'encouragement. J'avais vraiment, même au travail, je me souviens mon dernier jour, j'avais mon dernier examen. Euh, et puis là, j'avais révisé, il fallait préparer le repas de Noël. On avait un repas avec des collègues. J'avais mon examen le soir, j'étais débordée. Et je suis arrivée au boulot, j'étais en retard, les collègues m'appelaient, mais où es-tu? Est-ce que tout va bien et tout? Et quand je suis arrivée, je leur ai juste donné ce que j'avais préparé, j'ai craqué. Et j'ai senti que c'était le poids de beaucoup de, voilà, d'efforts, de sacrifices. J'ai poussé, je fonçais vraiment comme, voilà, tête baissée, je me disais, il faut que ça marche. Et puis là, ce jour-là, j'étais à bout, en fait. Je disais, OK, voilà, c'est pratiquement fini, là, tu y es, là, ça y est, ça y est. Et j'ai craqué là, et je crois que là, c'était comme tout le poids de tout ça. Et alors, c'est à Toronto justement que tu deviens entrepreneur. Tu veux démontrer, je cite tes mots, je veux démontrer à travers mon projet que nous aussi, les immigrants, on a des choses à dire, qu'on est des contributeurs et pas seulement des bénéficiaires, que l'on contribue à faire du Canada cette terre d'accueil qu'elle est, ce bassin d'immigrants qui viennent de partout dans le monde. Terre d'accueil est d'ailleurs le nom que tu as donné à ta maison d'édition, Suzanne. Euh, un nom qui exprime parfaitement la vocation de ton projet, qui est de montrer la place prépondérante des auteurs venus d'ailleurs, mettre en lumière ce qu'ils apportent au paysage littéraire du Canada. Et donc, je rappelle que Terre d'accueil est née en 2008. Ça fait 2018. 2018, Oui. pardon, ça fait 4 ans qu'elle existe. C'est la seule maison d'édition francophone au Canada avec cette ligne éditoriale, avec ce positionnement. Et c'est aussi la seule maison d'édition francophone dans le Grand Toronto. C'est ce que tu m'as expliqué. Oui. Est-ce qu'il y a eu des difficultés peut-être à t'imposer dans ce paysage littéraire qui est, je crois, plutôt anglophone? Oh oui, absolument. Il est majoritairement anglophone. Et le fait d'être ben, seul parce que il y en avait une autre, les éditions du Greffe. Malheureusement, leur fondateur est décédé l'année dernière, Alain Baudot. Donc, ils ont fermé. Et en fait, quand je m'appuie sur les membres en fait, du regroupement des éditeurs franco-canadiens, je réalise facilement qu'en fait, Terre d'accueil devient la seule maison d'édition francophone dans la grande région de Toronto. Les difficultés, évidemment, imposées, je pense que c'est un bien grand mot pour une maison qui a 4 ans. Elle est toute jeune, mais c'est sûr que, comme je dis, non moins prometteuse, là, on voit grand. Euh, je, je suis quelqu'un qui, j'ai appris à, comment les anglophones disent trust the process. Suivre le Donc, oui, oui je comprends qu'il y a des étapes à franchir. Je comprends qu'il y a un processus qui doit se mettre en place et je respecte ça. Parce que c'est un projet, j'ai un ami qui aime bien parler de cathédrale. C'est quelque chose qui doit avoir des fondations solides et après, tranquillement, prendre son envol. Donc, je fais confiance au processus par rapport à ça. Oui. Mais peut-être ma réponse va choquer aussi des gens dans le sens où j'ai été extrêmement choyée d'avoir un accompagnement dès les tout débuts, quand l'idée même encore avait germé dans l'esprit. Parce que quand j'ai commencé à penser à ce projet, euh, je suis tout de suite, mon réflexe, c'était d'aller chercher le regroupement des éditeurs parce qu'on nous en avait parlé à l'Université de Sherbrooke.
Donc, je me suis dit, OK, je vais aller voir si quelqu'un peut me renseigner, me donner des informations. Et à ma grande surprise, je suis tombée sur l'ancien directeur du programme du DESS en édition, Frédéric Brisson. Et il m'a littéralement tenu par la main. Il m'a dit, mais ça va être génial parce qu'on n'en a pas assez en Ontario, des maisons d'édition comme ça. Et il m'a vraiment coaché. Vraiment, il a été de précieux conseils. Et puis, il continue de l'être parce il reste toujours là, disponible pour moi. Un peu comme un mentor. Oui, 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 oui. Honnêtement, là, et puis j'en ai trois. Je me vante d'en avoir trois dans le métier. Important d'être bien entouré. Oui, 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 c'est super important parce que euh, j'ai appris à prendre mon temps aussi parce que euh, quand j'ai incorporé la maison d'édition en 2018, c'est comme si, OK, ça y est, maintenant on fait quoi? Oui. Maintenant on fait quoi? La ligne éditoriale était déjà établie. C'est pour moi, étant immigrante, en sachant ce que on peut apporter, je voulais que les gens reconnaissent aussi que les auteurs d'un point de vue littérature, avait des choses aussi à apporter. Donc, j'ai directement, comme tu l'as dit tantôt, j'ai directement orienté la ligne éditoriale par rapport à l'immigration, aux auteurs immigrants. Maintenant, les premières années ont été consacrées à, à faire beaucoup de réseautage, à assister à des événements en lien avec la littérature, faire connaître la maison d'édition. Donc, j'ai fait le Salon de livre de Montréal. Je suis allée re-rencontrer mes anciens enseignants, mes anciens professeurs, ma directrice de stage, dont, dont je n'avais plus de nouvelles depuis. J'ai reconnecté avec elle pour lui dire, écoute, j'ai fondé ma maison d'édition. Tu as été une grosse source d'inspiration pour moi. Et elle m'a connecté aussi à des personnes, me présenter à des auteurs, me présenter à des personnes vraiment géniales. Donc, je dirais que les 2 premières années ont été consacrées vraiment à asseoir un peu la maison. Oui, et c'était aussi des années critiques pour moi parce que le problème d'identité est revenu dans le sens où j'avais un emploi à l'époque, ici déjà à Durham, mais je ne savais pas, est-ce que je me positionne comme éditrice? Est-ce que je me positionne comme employée? À un moment, j'étais un peu au milieu et je me suis dit, il faudrait qu'à un moment donné, les gens sachent que c'est Suzanne, quand on fasse référence à Terre d'accueil, on me voit tout de suite, on comprenne tout de suite. Donc, il y a eu aussi cet ajustement à faire d'un point de vue identité, celle qui passait de l'employé à l'entrepreneur. Oui, C'est un processus, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que graduellement aussi, une fois de plus, en parlant, il ne faut pas être pressé. On a dit qu'on va parler des conseils tantôt, mais il ne faut pas être pressé parce que ça prend du temps d'aller vers les gens, d'aller vers les bonnes personnes, des personnes qui vont être éventuellement des partenaires ou d'éventuels auteurs ou juste se faire connaître dans le milieu tout simplement. L'Association des auteurs d'Ontario français, le regroupement des éditeurs, le Conseil des arts du Canada, c'est tout ce monde-là, j'ai approché. oui. Et pour la petite histoire, j'avais ma première infolette que j'ai lancée en 2019. J'avais 86 noms, j'étais fière de moi. Pour des gens, ça peut paraître pas beaucoup, mais ce temps de réseautage m'avait permis de collecter tous ces noms qui savaient, 86 personnes au moins, savaient que Terre d'accueil existait. Donc, c'est vraiment des petits pas, mais une fois de plus, j'étais fière. Voilà. C'est clair, c'est clair. Lors de notre première rencontre, Suzanne, tu m'as dit que ce que tu aimais dans l'édition, c'est le fait de bouger tout le temps, de faire différentes choses, de toucher à plein de choses, Mm -hmm. que tu ne t'ennuyais pas justement dans ce milieu-là. Alors, ton métier t'amène aussi t'amène aussi bien à éditer des livres, à rencontrer des auteurs de divers horizons à travers Terre d'accueil, mais aussi à animer des ateliers d'écriture, des conférences, à gérer des projets d'édition qui comprend, comme tu viens de dire, la validation de textes, la révision linguistique, la gestion de la partie graphisme qui est aussi mm importante, -hmm. sans Oui. oublier le service de consulting en édition qui fait partie de tes projets que tu voudrais lancer Personnel. de forme Oui. officielle, donc de façon autonome.
En quoi ça consiste exactement cette partie consulting? Est-ce que tu pourrais m'en parler? Oui, mais c'est ça, comme tu l'as bien dit, le travail d'éditeur, à l'école, on nous avait dit l'éditeur, c'est un homme orchestre. Moi, je me dis une femme orchestre. Oui. Donc, on joue beaucoup d'instruments à la fois. Mm. Euh, je suis à la fois éditrice, je suis à la fois responsable du marketing, de la communication, réviseur, gestionnaire de projet, parce que un manuscrit, c'est un projet en soi. Il faut faire l'accompagnement avec l'auteur. Donc, il y a toute cette partie-là que j'aime énormément faire. Hein. Et tu as parlé de voyage, je vais sur des salons de livres. Ça fait partie de mon métier parce qu'il faut aller représenter les livres, représenter les auteurs, les encourager, donner de la visibilité. Donc, on reste quand même dans cette phase de grandir, d'être visible, de se faire connaître. Mais d'autre part aussi, avec toute l'expérience que j'acquiers ou que j'ai acquise dans à peu près les 10 dernières années, parce que bon, la maison d'édition, c'est juste la concrétisation de ce que je faisais déjà. Euh, je, je suis sollicitée aussi pour d'autres choses, de plus en plus d'ailleurs dans la communauté, sauf que une fois de plus, problème d'identité, je trouvais que les gens, en m'approchant, avaient cette idée en tête que Mhm. Terre d'accueil pouvait résoudre tous les problèmes d'édition, ce qui n'est pas le cas. Parce que pour être crédible, même dans un futur très proche auprès des bailleurs de fonds, pour aller chercher les subventions, mais il faut que la ligne éditoriale soit claire, il faut que les activités aussi, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et j'avais commencé à sentir que, OK, oui, les projets spéciaux, mais c'est financé, mais le bailleur de fonds veut voir plus les ventes de mes livres. Euh, les personnes qui me demandaient, OK, est-ce que tu peux venir animer telle affaire, présenter telle chose, ça tombait toujours la, la, sous la coupe de la maison d'édition, ce qui n'est pas le cas. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression en fait que c'est moi qui offre le service, moi, Suzanne, comme individu, Exact. et ça n'a rien à voir avec Terre d'accueil comme il faut, c'est pas des activités qu'une maison d'édition donne. Donc, ce qui m'a amené, ça aussi, c'était une réflexion que j'ai eue, je tiens à le dire, avec un consultant qui m'a accompagné dans la première partie de l'année, Monsieur Stéphane Labbé, à me dire, il y a des choses qui ne devraient pas faire partie de la maison d'édition. Donc, cette réflexion m'a amené à me dire, OK, je vais me mettre à mon compte et offrir ces services de façon autonome. D'où justement le futur projet sur lequel je travaille. C'est en fait, je veux juste tout simplement avoir une plateforme où on me trouve moi, Suzanne, avec qui je suis, l'éditrice, la conférencière, l'auteur, la gestionnaire de projet, la consultante en édition. Ce sera vraiment juste une plateforme où les choses vont être, comme tu as dit, officielles. Euh, Ce ne sera pas, je ne vais pas prendre en charge les manuscrits là-bas. Ça va être vraiment des projets avec des organismes, toute autre sorte de choses. Voilà. Suzanne, tu viens de le dire, tu es éditrice, conférencière, consultante en édition et bien plus. Tu es aussi auteur et ton livre s'appelle Les visages de la francophonie de la région de Durham. Pardon, je le Oui, répète, Les visages de la francophonie de la région de Durham. C'est ça? c'est bien ça, oui. Est-ce que tu peux me résumer un petit peu ce que c'est brièvement? Oui, j'essaierai d'être brève parce que c'est mon bébé, ça. Oui. Alors, Les visages de la francophonie, c'est un livre que j'ai écrit en pleine pandémie, en 2020. Oui. Je venais de passer à temps plein. Donc, en 2019, j'ai laissé l'emploi que j'occupais ici à Durham pour me consacrer à la maison d'édition complètement. Et j'avais déjà constaté, quand je venais d'arriver dans la région, qu'il y avait toute cette francophonie dont personne ne parlait. Et pour moi, c'est important et je pense on a parlé de ça aussi, mais euh, de reconnaître en fait les réalisations des gens, tout simplement. Parce que je me disais que venant du Québec, avoir autant de facilité à m'installer dans une région comme celle-ci,
Mhm. Il y avait forcément des personnes à qui je devais ça. Oui, Et comme j'ai dit dans le livre, l'éditrice en moi, je vois les livres partout. Et je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas? Comment ça se fait qu'il n'y ait rien sur ces personnes? oui, Alors, je me suis renseignée, on m'a pointé telle personne et j'ai dit, OK, je vais écrire, je dois vous dire merci en fait. Pour moi, c'était un devoir de mémoire et puis c'était une façon de leur rendre hommage aussi parce qu'ils ont énormément fait. Et en gros, le livre, il rattrape 70 ans d'histoire de la communauté francophone de cette région-ci. On est à l'est de Toronto, la région de Durham, et à travers ces pionniers. Et je suis allée vraiment de façon chronologique. Donc, on est remonté en 1950 parce que la première personne est arrivée en 1950, mais la première personne vivante, hein, parce qu'évidemment, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis. Mais la première personne est arrivée en 1950 et on a fait le tour jusqu'en 2020 à travers les différentes réalisations qu'ils ont mis sur pied. Vraiment un travail extraordinaire. On part de 0 école à 7 écoles aujourd'hui. On oui. parle d'un système de garderie pour les enfants. Il y en a 6, les garderies, les Lucioles. On parle de restaurateurs. On parle de la première paroisse francophone à Oshawa. Vraiment, toute la communauté, en fait, s'est bâtie autour de cela et de montrer aussi que la nouvelle génération, parce que pour moi, c'était des immigrants à leur époque. Ils sont venus du Québec, du Nouveau-Brunswick, de l'Afrique, océan Indien, du nord de l'Ontario. C'est eux qui sont venus d'ailleurs. On a parlé de l'ailleurs tantôt. Ils sont venus d'ailleurs et qu'ils ont bâti cette communauté. Maintenant, la nouvelle vague d'immigration qui est majoritairement africaine ou asiatique pour certaines communautés, ben, c'est à nous de perpétuer cela, sinon de faire plus, parce que évidemment, les besoins de 1950 ne sont plus les mêmes en 2022. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire et apporter pour que cette communauté continue de grandir, de s'épanouir en français? Voilà. Super. Alors, je rappelle, ça s'appelle Les visages de la francophonie de la région de Durham. C'est un livre que l'on peut retrouver en librairie. Retrouvez sur mon site internet pour le moment www.terre-d'accueil.ca. Théa. Oui, il est disponible voilà, sur le site internet. On voit que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, puis on pourrait passer, je pense, des heures et des heures à papoter, à discuter, mais je pense que je vais, vu le temps qui nous reste, peut-être te demander, puisque comme je te l'ai dit, tu es une grande inspiration pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entrepreneurs, vu le beau parcours que tu as eu. Tes conseils, peut-être pour ceux qui voudraient se lancer en affaires, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, il faut être extrêmement bien entouré. Je crois qu'on a parlé de ça. Il faut avoir des mentors. C'est vrai qu'il y a il y a des écoles, des gens qui disent le mentor n'est peut-être pas forcément dans ton domaine, mais pour moi, qu'il soit dans mon domaine, c'est crucial. Oui, Parce qu'on parle le même langage, on comprend des mêmes choses, on a ils ont beaucoup plus d'expérience que moi sur le terrain, ils sont en mesure de me dire, mais ça, non, ça, c'est eux qui ont comme validé le nom, parce que c'est les premières, Frédéric, c'est la première personne à qui j'ai dit, écoute, j'ai envie d'appeler ça Édition Terre. Il m'a dit, oh, c'est génial, j'adore le nom et tout. Euh, la ligne éditoriale aussi valide. Ah oui, peut-être qu'il y en a qui font déjà un peu trop ça, essaie de nuancer, voilà, voilà, voilà. Donc, pour moi, je dis souvent à mes amis, si telle ou telle personne a validé, comme mon livre, quand il est sorti, je leur ai envoyé des copies, évidemment, dédicacées. Et moi, juste leur retour, pour moi, c'était comme, tout est beau. S'ils l'ont dit, ils l'ont grande validé satisfaction. oui, avec leur grosse expérience. Je n'ai pas d'inquiétude à me faire là-dessus. Donc, la première des choses, c'est vraiment entourez-vous des professionnels, des mentors, donnez des conseils. Aussi, même en termes d'entourage aussi, malheureusement, quand on va dans l'entrepreneuriat, on est très seul. Très seul parce qu'on peut être incompris. Très seul parce que il y a des critiques qui peuvent affecter le projet ou bien l'idée de projet.
Donc, il faut faire attention aussi à qui est, donc, il faut commencer à être très sélectif de qui est-ce qu'on parle des projets qu'on a. Il faut avoir des personnes de confiance autour de soi. C'est pas pour dire que si Fatine est mon amie et que je veux ouvrir un salon de coiffure, je dirais à Fatine, dépendamment de, je la connais, je sais qu'elle va être de bons conseils, elle va m'encourager, je vais lui dire. Si Fatine me dit, écoute Suzanne, à Durham, au salon de coiffure, franchement, je pense pas que ça. Je peux regarder et puis tenir compte de ça, mais il y a des personnes qui sont tellement négatives. Oui, Tu penses que qui viendra à ton salon de coiffure et puis tu ne sais même pas quoi faire. Bref, il y a des personnes qui ont vraiment, il faut, moi je dis de façon générale là, il faut vraiment faire la sélection en fait de à qui est-ce qu'on parle de ces projets. Euh, Peut-être qu'il y en a à qui on va dire quand c'est déjà prêt, quand c'est en cours, mais il faut vraiment, il y a des réactions tout de suite qui vous mettent sur le chemin en disant non, non, ça marche. bref, ah ouais, non, non, oh là, moi je te dirais même plus, rien du tout. Ouais. Il faut, en fait, c'est l'idée de protéger son projet, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ayez des mentors, protégez votre projet. Donc, vraiment, choisissez les personnes avec qui vous en parlez. Et je sais aussi qu'il y a des personnes, des fois, qui ont l'idée, et l'idée est là, et l'idée est belle. Tout le monde a validé, mais ne saute pas le pas. Allez-y, Oui, oui, foncez. just go. Allez-y parce que surtout si c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, et puis c'est toujours là, et puis ça revient, ça ne part pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là-dedans. Ce ne sera pas facile, mais ça en vaudra la peine. Ça Ça en marche. vaudra la peine. Et je pense que la dernière chose que je veux dire, c'est que, alors j'ai une façon de le mettre, trouvez, pour vous entrepreneurs en fait, ne vous dites pas que ça va être financier. La récompense n'est jamais matérielle. Moi, ce que j'ai vu en 4 ans, c'est sûr que c'est important là. J'aimerais demain dire, oh, j'ai un salaire grâce à Cœur d'accueil, ça va venir. Mais la plus belle gratification que vous aurez en tant qu'entrepreneur, c'est quand vous sentirez que votre travail, votre mission, votre service sert à d'autres personnes. A de la valeur en Quand fait. vous savez que vous êtes au service des gens, quelqu'un viendra vous dire merci. Grâce à toi, grâce à à ton idée, grâce à ton entreprise, j'ai réussi. Je pense que c'est le plus beau cadeau là que vous aurez, c'est d'être dans votre mission pour aider les autres personnes à aller, à rentrer dans leur mission. Exact, C'est ça, exact. oui. Et alors, pour finir, quels sont les 3 enseignements clés de ton parcours? OK. Les 3 enseignements clés de mon parcours d'entrepreneur. Alors, le premier que je dirais déjà, vraiment, et ça c'est vraiment mon expérience personnelle. Je, en basant, il faut avoir, pour moi, c'est primordial d'avoir le fondement de la foi parce qu'il faut qu'il y ait un certain alignement, en fait, avec ce que je fais. Si ce que je fais est en adéquation, c'est aligné avec le plan de Dieu pour ma vie, ça, je crois que j'ai 90% là. Je peux dire que j'ai réussi. Donc, il faut déjà qu'il y ait cet alignement. Et Dieu merci, je sais que je suis aujourd'hui dans ma mission de vie. Ça, c'est clair. Il y a rien à faire. Il y a trop de choses qui le montrent. Qui le montre. Donc, cet alignement, pour moi, il faut le chercher, en fait. Les gens appellent ça l'ikigai, les gens appellent ça le why, les gens appellent ça comme ils veulent. Mais trouvez votre mission de vie. Et c'est en trouvant la mission de vie que la deuxième chose également que j'ai apprise, c'est de valoriser les relations humaines. Au-delà de ce qu'on fait, c'est les relations humaines qui doivent primer. Parce que, oui, le livre est sorti, c'est bien, mais la relation que j'ai réussi à tisser avec l'auteur, la façon dont il s'est senti en confiance, me confier des choses, sentir l'accompagnement, pour moi, c'est tout ce qui ressort. C'est une fois que le livre est sorti, le livre, ça va être pour, je ne sais même pas qui achète, qui lit, mais ce que j'ai réussi à créer avec l'auteur, le côté relationnel, ça pour moi, c'est précieux, précieux, précieux. Et la troisième chose également, comme entrepreneur, on a tendance à dire que
Oui, quand on est entrepreneur, on ne dort plus, on ne vit plus parce que ne tombez pas dans cette erreur-là. Parce que vous pouvez vous griller à mettre, je sais pas, 50 heures par semaine à faire, oui, c'est très bien. Mais si demain, vous n'êtes plus là pour profiter de votre travail, ce serait dommage. Donc, il faut ménager du temps pour vous. Il faut comprendre que c'est un processus. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Vous n'aurez pas 10 millions de chiffres d'affaires comme ça. Donc, il faut ménager sa santé mentale. Il faut créer un environnement sain. Ça, c'est très important. Et il faut s'accorder du répit. Je veux dire, l'entreprise ne mourra pas là si vous prenez une journée. Moi, j'ai mon rituel. Le vendredi, je ne travaille pas. Ça, c'est comme ça. Ok, Parce que j'ai besoin de recharger mes batteries et je préfère le faire en semaine que de le faire en fin de semaine. C'est comme parfait. ça. Eh bien, je te souhaite beaucoup de succès dans ton parcours, dans tout ce que tu entreprends. Tu mérites le meilleur. Merci, Et Fatine. je te dis au revoir, à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.